Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et aussi je crois que c'est la seconde fois depuis quelques épisodes là, qu'on a un invité spécial. Là, on a notre cher Thomas qui est avec nous aujourd'hui. Salut Thomas. Salut les gars. Et le but de l'épisode d'aujourd'hui, là, proposé par Gab d'ailleurs, là, qui va être quand même assez intéressant, c'est un format similaire et on fait un petit peu une suite là, à un épisode qu'on avait fait avec Thomas dans la saison 1 sur les industries de l'avenir. Là, selon nous, là, on avait sélectionné quelques industries qu'on appréciait beaucoup. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu dans ce sens-là. Avant d'introduire le sujet, par contre, je vais peut-être te laisser. En fait, on va introduire le sujet parce que le disclaimer que Gab, tu vas nous faire va prendre toute sa pertinence, là. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis je te dirais, JP, je pense que pour le coup, les derniers épisodes, le disclaimer était peut-être un peu moins important, mais pour cette semaine, je tiens à vous le signaler. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, il s'agit de notre opinion personnelle. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. Il va y avoir des recommandations qui sont adaptées à votre portfolio. On vous invite bien évidemment à consulter un conseiller financier ou quiconque est agréé, évidemment, autorisé pour transiger des valeurs mobilières. Voilà. Exactement. Donc, vous allez voir, là, l'épisode va être encore une fois un peu sous un thème unique. Là. On ne va pas faire. Ça rejoint un peu au son de la cloche et le dans vos poches, là, parce qu'on va parler un peu de marché, mais aussi un peu de finances personnelles par la bande. On ne va pas là, subdiviser les segments comme on le fait d'habitude. Là, on va vraiment y aller avec un seul et même sujet. Donc, peut-être, faisons l'introduction quand même là, au son de la cloche avant d'entamer peut-être à l'instant. Je voulais mettre le jingle dans vos poches pour le coup. On pourrait, effectivement, mais c'est comme je dis, Allez, c'est un beau mix des deux. on part. C'est parti. Parfait. Donc, comme on vous introduisait là, aujourd'hui, on veut vous présenter un peu là, respectivement nos top 3 là, de stocks qui nous intéressent. Encore une fois, là, et je le répète, on va peut-être le répéter plusieurs fois, là, mais uniquement selon notre opinion. On n'est pas des experts en la matière et on n'a pas, encore une fois, là, la certitude sur quoi que ce soit qu'on va dire. C'est vraiment des stocks qui nous intéressent pour différentes raisons. On va les passer un après l'autre, encore une fois. Ce qui est bien, c'est que, encore une fois, c'était proposé par Gab. On a fait la démarche un peu respectivement chacun de notre bord. Donc, on ne sait tous pas présentement quels vont être les trois autres choix de nos collègues. Donc, le but va être de peut-être passer là, un par un. On va peut-être passer le premier Gab, je vais te laisser peut-être amorcer, puis on va passer chacun par la suite Thomas et par la suite moi. Et puis on fera. Ouais, on va peut-être. rotationne. Ouais, c'est ça. On se laissera chacun le temps d'expliquer pourquoi. Puis encore une fois, s'il y a des contre-arguments clairs, et je me doute très bien là, que Thomas et Gab, ça risque de faire des flamèches, on pourra se relancer là, sur les différents choix. Donc, je te passe la parole, Gab, avec le premier stock. Moi, vous allez voir, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller avec une liste. Vous me connaissez d'habitude. J'ai plus des stocks, on va dire, value. Je suis un peu j'ai une approche très Warren Buffett, hein, quand même. Des placements, des value stocks, du dividende. Oh ouais, sauf que tu n'as pas la performance de Warren. Voilà, malheureusement. Mais j'aime bien cette approche-là, en tout cas. Et dans ma perspective, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus, entre guillemets, de plus. C'est très papy, en fait, comme investissement. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller un peu plus gambler, puis aller un peu plus sur des choix un peu plus audacieux, on va dire ça comme ça, avec des entreprises, moi, qui me rejoignent, mais je te dirais plus dans une stratégie de bête. Ce que je propose, messieurs, c'est qu'on va faire un chacun. On va faire trois rotations, comme ça va être plus simple. Et le premier que je vais lancer, et je vous l'ai dévoilé en off il y a quelques minutes, General Electric. Je sens que j'ai créé un vent de silence dans la salle. Il va falloir que tu nous expliques un petit peu. Bon, moi, ma stratégie derrière General Electric, c'est que, bon, évidemment, c'est un stock qui a pas mal sous-performé ces dernières années. Là. Ouais, puis pour que les gens comprennent, c'est un des plus grands conglomérats qui existait aux États-Unis. Puis depuis, mettons, les 20 dernières années, ça l'a grandement dégringolé. Puis bon, je vais m'arrêter là avant d'être très péjoratif avec la situation actuelle. Moi, je me dirais, donc des compagnies fondées par Thomas Edison, hein, l'inventeur de l'ampoule électrique, dont General Electric, c'est un de leurs core business. Et c'est vrai que cette boîte-là, comment dire, aujourd'hui, on le sait, nous, en tant que consommateurs nord-américains, là, bien évidemment, General Electric, bon, ils font surtout de l'électroménager, les frigos, évidemment,
les laveuses, sécheuses, etc. Enfin bref, l'équipement de maison et les ampoules. C'est un peu leurs deux segments. Ils font beaucoup aussi dans l'énergie. Ils ont énormément de centrales électriques aussi, donc ils sont spécialisés là-dedans. Euh, donc tout ce qui a un rapport évidemment avec l'électricité, etc. Mon pari derrière General Electric, c'est vrai que depuis 3-4 années, ils vont particulièrement mal en fait, depuis la fusion avec Alstom, parce qu'ils ont acheté Cocorico, le français Alstom, donc qui est spécialisé évidemment nous on le sait surtout sur les trains, donc tu sais, comment dire, les grosses machines, on va dire les caténaires, etc. Enfin évidemment les locaux, etc. Les wagons. Et je pense que General Electric, bon, pour le moment, n'a pas vraiment réussi à faire de synergie sur le long terme. Et comme c'est une boîte tellement importante pour l'économie américaine, mon pari est que c'est un peu un too big to fail, si tu veux. C'est que ça pourrait ne pas. À mon opinion, je pense que le gouvernement américain ne laissera jamais General Electric mourir, comme le gouvernement français ne laissera jamais Air France, par exemple, mourir. Euh, et c'est vraiment mon bet là-dessus, si tu veux. J'aurais compris ton argument il y a 20 ans, quand que c'était too big to fail, General Electric, mais je Mais veux dire, je sais depuis que ça. les 20 dernières années, je pense qu'on a clairement vu que une gigantesque entreprise peut atrocement échouer. Euh, C'est sûr qu'ils sont en déchéance, comment dire. C'est un pari beaucoup plus risqué, si tu veux. pour moi, le problème que j'ai, là, en ce moment, c'est que c'est quoi leur core business General Electric? On le sait plus depuis, parce qu'ils ont fait de tout. Ils ont fait dans le healthcare, dans l'aviation, dans dans la Les finance, trains, de ouais, toutes hein. sortes. Je pense qu'il y a de l'assurance là-dedans. Puis là, depuis les 20 dernières années, tout ce qu'ils font, c'est se départir Exactement. d'industries dans lesquelles ils étaient. Fait que là, aujourd'hui, c'est quoi leur vision future? C'est quoi leur expertise là en soi? On dirait qu'ils ont juste des, des débuts d'expertise dans plein de domaines qui n'ont pas réussi à performer en bout de ligne, puis que maintenant ils font juste s'en départir parce qu'ils ne sont pas compétitifs. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, j'aimais justement le fait que, comme tout bon conglomérat, ça a grossi. Puis, tu sais, moi, j'aime la logique des conglomérats qui vont, oui, essayer plusieurs choses, mais qui vont justement avoir un de leurs segments, un de leurs secteurs qui va vraiment se développer puis devenir justement le chef de file. Puis qu'à la limite, là, ils sont prêts à vendre à gauche et à droite d'autres secteurs qui sont moins performants, mais ils ont moins le core business, comme tu dis, Thomas, qui est présent. J'avoue que General Electric, selon moi, n'ont pas justement cette expertise-là. Ils n'ont pas vraiment de potentiel ou de segments en croissance épouvantable. Mais je suis d'accord avec Gab sur le fait que, comme peut l'être plusieurs grandes compagnies qui ont beaucoup d'employés, c'est sûr que le gouvernement américain va toujours intervenir pour les sauver. Par contre, encore une fois, pour la croissance, je pense que c'est bien que la compagnie ne risque pas de faire faillite peut-être. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire sur le gage de croissance. Là, un autre bon exemple, puis ça, c'est pas pour en parler, puis c'est pas pour le cibler, mais au Canada, on a un écovalent qui est un peu comme Bombardier. C'est un peu dans C'est ce tout que dans j'allais te l'aviation. dire. C'est ce que Ils j'allais ont te tout dire. liquidé. Jamais de la vie, le gouvernement va ne pas couvrir Pas tout. le derrière, entre guillemets, de Les Bombardier, pertes. mais Mais la tu sais, croissance ne sera pas là. après Bombardier, ça reste clair qu'est-ce qu'ils font. T'sais. Eux, General eux- Electric, quand même, ils essayent de spécialiser, si tu veux. Ils se ben, sont départis de filiales, effectivement, comme tu l'as dit, en assurance, qui n'avaient peut-être aucun rapport avec leur core ouais, business. ils Mais ont vendu aujourd'hui, tout leur domaine financier voyons, une banque américaine, là, Wells Fargo. Wells Fargo, ouais, parce qu'ils possédaient des parts importantes dans Wells Fargo, etc. Enfin bref, ils se sont départis énormément de plein de business, etc. La compagnie Genworth aussi, qui était Ouais. une compagnie d'assurance aux États-Unis, et à l'origine General Electric, hein. Ouais. Mais ce que je vois pas, c'est quoi leur facteur de différenciation versus d'autres compagnies en ce moment qui œuvrent dans la même industrie qu'eux. T'sais. Pour moi, je trouve pas que c'est une compagnie qui est plus innovante que d'autres. Donc oui, pour moi, je vois pas comment General Electric pourrait, disons, surperformer le marché américain. T'sais, je vois pas General Electric avoir une meilleure croissance que le marché. Bon, bah, je pense que ça fait pas mal le tour. Vous l'avez vu, hein, cet épisode est un peu. Tu vois, et ça va amener des. Et je trouve que c'est un bon point. C'est ce que je recherchais comme format aussi, c'est que ça va ramener peut-être des oppositions, etc., ou peut-être du partage d'idées, etc. On peut passer, si tu veux, on peut y aller avec JP, par exemple. Vas-y pour le deuxième.
Absolument. Ben moi, je vais y aller avec une compagnie là, pour commencer que j'apprécie beaucoup, mais qui est qui va peut-être vous rappeler là, pour nos auditeurs français là, un épisode récent là, qui est arrivé et sur lequel on avait fait un épisode, là, mais moi je veux aborder Couche-Tard, Alimentation Ouais. Couche-Tard, donc ATD.B au niveau de la Bourse de Toronto. Qui est une compagnie qui, de mon avis, est probablement ma compagnie préférée là, au Québec au niveau de leur plan d'affaires et de tout les. Oui, il y a l'historique, là, tout ce qui vient avant, là, mais j'avoue que j'apprécie beaucoup le plan ou la structure de développement que Couche-Tard met en place, qui est très axé sur la fusion-acquisition. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que s'il y a bien quelque chose que Couche-Tard est capable de faire, c'est d'accumuler de la liquidité comme ça se peut pas, parce que ça, c'est toujours le cas, et d'avoir toujours une capacité dans leur domaine d'expertise, puis ça, c'est pas pour faire une autre flèche envers General Electric, là, mais dans leur domaine d'expertise, d'aller faire des acquisitions, ou du moins de tenter des acquisitions. Carrefour en est un bon exemple. Speedway aux États-Unis également, là, qui n'ont pas eu. Là, je crois que c'est 7-Eleven qui les a battus sur cette acquisition-là. Il y avait également, je crois que c'était Caltex en Australie également qui avait échoué, mais dès qu'on entend parler d'une bannière que ce soit en bon québécois de dépanneur ou de station-service, de station-essence qui est à vendre quelque part à travers le monde. Couche-Tard est souvent mentionné, Couche-Tard est souvent dans les discussions. Donc, j'aime cette stratégie-là, j'aime le potentiel de Couche-Tard au niveau de la croissance par ses fusions-acquisitions, mais également le fait que Couche-Tard développe présentement beaucoup également là, de développement dans le fait de générer. Avant, c'était juste le fameux dépanneur. Présentement, ils achètent beaucoup des infrastructures d'essence qui sont liées à leur dépanneur. On entend souvent parler là, que je crois que c'était la bannière Shell là, qui vendait un paquet de ces stations-service complètes à Couche-Tard. Mais également, Ouais. ce que j'aime, c'est le fait que Couche-Tard semble vouloir devenir un vecteur, du moins au Québec là, présentement, dans l'électrification des transports, d'aller développer une capacité de dire oui, on est là pour vendre de l'essence pareil, puisque ça rapporte quand même beaucoup d'argent pour Couche-Tard, mais le fait qu'ils ont en place des infrastructures et ils font des développements, font des projets pilotes dans le but de développer, encore une fois, des bornes électriques de manière plus courante sur le réseau québécois. Et également, ça, je vais peut-être vous lancer ça, puis je ne sais pas si vous étiez au courant aussi, mais devenir un peu le compétiteur de Amazon, Oui, Amazon Go, j'ai vu, avec le j'ai vu. développement là, d'un système là, sans caissier, là, si je me trompe pas. Là. Donc, Couche-Tard, ma première compagnie, effectivement, là, je ne sais pas votre avis ou qu'est-ce que vous en pensez, les boys? Moi, j'aime beaucoup là, Couche-Tard. Je pense que ça fait longtemps qu'ils démontrent qu'ils ont vraiment des grosses capacités pour justement faire des acquisitions puis générer de la croissance constante. Là, moi, où j'ai plus un point d'interrogation pour le futur de Couche-Tard, c'est qu'une grosse partie de leur revenu vient de la vente d'essence. Euh, Quelque chose qui est à long terme pas viable là, pour moi. Ouais. Parce que la demande va juste baisser, là, en tout cas pour les sociétés de notre genre. Là. Puis je pense pas qu'ils peuvent aller chercher ce genre de revenus-là via des bornes électriques. Euh, donc, pour moi, c'est ça qui mettons, moi j'aime investir en me disant à long terme, ils vont vraiment bien performer. Couche-Tard, j'ai plus ce petit frein-là là, Moi, je vais partager ton opinion, JP, concernant Couche-Tard. C'est vraiment une des rares boîtes, et là, je jette des fleurs. C'est une des rares boîtes, moi, qui m'intéresse beaucoup. Auquel je t'avais dit, par exemple, quand on avait entendu parler de l'affaire avec Carrefour, etc., je me disais, mon Dieu, cette boîte-là a un potentiel incroyable. Et je pense que cette boîte a encore un potentiel incroyable. C'est un segment de marché qui, moi, je pense, va intéresser de plus en plus de gens avec le fait que bon, la grande distribution se réinvente, se pose des questions. Ça reste quand même un modèle encore qui va rester pérenne pendant 10, 15 ans, moi, à mon opinion. Mais regarde, on en voit de plus en plus des gens qui font livrer leur propre nourriture, qui font du Amazon de la nourriture. Et je pense que ça va rejoindre un des stocks de Thomas. Tu vois. Je pense que, parce que je le sais qu'il va le foreshadowing. choisir. Je sais qu'il va le choisir. Euh, et je pense qu'Ouchtar va s'intégrer effectivement facilement dans cette économie-là, dans le sens où les gens vont continuer à vouloir aller chercher, quand il leur manque quelque chose à leur Amazon, tu as toujours besoin d'un dépanneur, donc d'une convenience store, comme ils disent les Américains, quelque chose d'un commerce de proximité, mais qui va vendre que des essentiels. Et je trouve que Couche-Tard a pas mal ce segment-là. Tu l'as bien dit, Thomas, la question est de savoir comment ils vont gérer le défi de l'électrification des transports. Ça, par contre, effectivement, ça va être un point très intéressant.
Thomas, c'est à toi pour la troisième recommandation, ou troisième par recommandation pour le coup, Du tout, on va exact. dire opinion. Écoute, tu l'as déjà légèrement introduit, fait que je vais y aller avec celui-là, qui est Good Food pour moi. Donc, on est dans l'industrie des repas livrés à la maison, donc qu'on doit préparer. Au Canada, Good Food, c'est le leader. Là-dedans, c'est la plus grande compagnie. C'est lui qui a le plus de clients aussi. Et c'est aussi pour moi la compagnie qui réussit le plus à ne pas faire que ça. Good Food est en train vraiment de se transformer rapidement en étant un épicier en ligne, plus que juste une compagnie qui livre des boîtes repas. Je trouve vraiment qu'ils réussissent à se démarquer au niveau de leurs innovations par rapport à la compétition, là. Ils ont été une des premières à faire ça au Canada. Puis depuis qu'ils ont commencé, ils ont toujours, on dirait, une longueur d'avance sur les autres. La compétition fait juste essayer de suivre ce que Good Food fait. En tout cas, de mon avis, là. Mais fait que oui, je pense que c'est une industrie qui commence, que l'essayer, c'est l'adopter éventuellement à long terme, là. Je pense que c'est un long processus là, pour dire que tout le monde va se mettre à se faire livrer des repas ou acheter son épicerie en ligne, mais moi, à long terme, c'est ce que je vois arriver, là, je veux dire. C'est pareil comme le commerce en ligne, là, ça fait son chemin tranquillement, puis Ouais, mais je suis bien d'accord avec toi sur l'intérêt. Moi aussi, c'est vrai que j'aime bien Good Food au niveau de la compagnie. Le seul point d'interrogation que j'ai, là, puis c'est peut-être le seul point que je vais soulever là-dessus, là, mais c'est le fait, puis on en a entendu parler là, dans les médias financiers là, canadiens et québécois pendant la dernière période, les derniers mois, là, mais c'est de voir est-ce que Good Food va avoir la capacité de développer leur expertise, leur réseau et tout pour couvrir la croissance de toute la demande qu'ils ont. Il y a eu, je crois, une période promotionnelle là, qui était quand même assez notoire dans les derniers mois où il y ouais. avait tellement de personnes, leur marketing était tellement bon à Good Food qu'il y a eu des commandes et des commandes et des commandes de manière vraiment impressionnante. L'enjeu a été un enjeu de, peut-être pas tant d'inventaire, mais surtout de logistique, de livraison. C'était rendu que, Ouais, ils ont eu des tu retards de sais, commande en janvier. ben, c'est ça, tu sais, mettons Pierre qui avait un petit camion à côté pouvait soudainement commencer à faire de la livraison parce qu'il était vraiment dans le trouble. Il essayait de trouver tu sais, les distributeurs soudainement étaient rendus au plus offrant parce qu'il y avait tellement de besoins que Good Food a perdu beaucoup d'argent. Il y a eu aussi quelques dirigeants qui ont quitté après cette phase-là, là, mais c'est vraiment de voir est-ce qu'ils vont avoir la capacité justement d'aller développer leur réseau pour vraiment s'implanter. Tu sais, c'est peut-être le seul point pas qui manque là, parce qu'il est présent, là, mais qui va vous Ouais. permettre de couvrir le fait que je pense qu'ils ont tous été surpris par la popularité que leur produit, que leur offre de service avait, puis qui n'ont pas été capables d'être prêts à cette arrivée massive de commandes. Mais c'est un bon point, mais c'est important d'en parler, mais pour moi, c'est un problème qui était vraiment ponctuel et je trouve que c'est un beau problème pour l'industrie. De Absolument. dire, écoute, on a des Ben, c'est bien quand problèmes il y a de la demande. C'est bien quand la demande est il y a surprenante. tellement de demandes qu'on a de la misère à acheminer les sacs. C'est quand même, je trouve que c'est un beau signal pour dire, il y a peut-être des nouvelles habitudes qui se développent. Puis, fait que pour moi, je pense que c'est encore assez naissant, ces habitudes-là, là, de se faire livrer. Fait que, je sais pas si Gab, toi, qu'est-ce que tu en pensais? Je pense que je partage ton opinion puisque je t'ai suivi, tu vois, mes dernières actions avant mon retour à T'es l'école laissé convaincre par moi. sont toutes dans Good Food. J'ai mes points évidemment de rencontre, on va dire, au niveau de ce stock-là, parce que moi-même, je suis allé creuser un petit peu la documentation financière. Un point, moi, qui me convainc, on va dire ça comme ça, c'est que Good Food est sur le chemin de la rentabilité. Vous le savez, ce genre d'entreprise, ça prend plusieurs années à être rentable, à les générer, ce genre de choses. Et un signal, moi, qui est très intéressant en tant qu'analyste, qui va m'intéresser, c'est de savoir est-ce que cette compagnie fait des free cash flow. Et des free cash flow, en gros, c'est est-ce que mes revenus moins mes dépenses en cash, moins les investissements que j'ai besoin de faire, donc par exemple pour l'achat par exemple de nouvel outillage, d'entrepôts, etc. Est-ce que on a une balance de cash très positive? Et c'est le cas. Good Food est vraiment sur ce chemin de la rentabilité et c'est un signal, je dirais quand même, qui est assez intéressant en tant qu'investisseur. Moi, c'est un point, comment dire, qui va m'intéresser. Je vois que effectivement, les ventes ont complètement explosé dans ce segment-là, surtout depuis la pandémie. Mes points de divergence, et là, je vais en utiliser deux.
parce que j'ai préparé, je savais que tu allais parler de ce stock. J'en ai discuté avec notre ami Jean-Baptiste F, qui, moi, m'a dit, parce qu'il essaye ce genre de produit, m'a dit c'est dégueulasse. Donc déjà, moi, la bouffe est pas bonne. Ça, c'est une question de goût. Moi, je Bon, dois après, je t'avouer. suis quelqu'un qui l'utilise. Je l'utilise pas présentement, je l'ai utilisé pendant plus de 3 ans. Ouais. Et j'avais divergé grandement avec le point de Jean-Baptiste. Ah, Peut-être que j'espère qu'il écoute, puis qu'il non, m'en voudra pas, mais peut-être que Jean-Baptiste est un cuisinier atroce. non, il est plutôt bon cuisinier pour manger chez eux fréquemment, évidemment hors Covid ou avec. On fait le disclaimer Covid. Euh, non, je pense que, comment dire, c'est pas au goût de tout le monde. Et je pense que c'est des repas aussi qui, comment dire, la gamme de choix, bah, là, elle va dépendre effectivement évidemment des goûts de chacun. Là. Bon, ça rendu là, c'est un faux argument. Moi, je veux les mettre parce que Non, c'était non, non, mais pour la en petite plus, moi, pique. je vire à la blague un peu, là. Mais Quid de la compétition? Ça, ce sera mon deuxième point. Amazon est très requin là-dessus. Je dois t'avouer, aux États-Unis, évidemment, ils sont très ambitieux avec Whole Foods, qui est leur filiale, qui est spécialisée en plus en produits, en aliments, mais c'est un peu leur supermarché Amazon, mais avec un petit côté greenwashing, on va appeler ça comme ça. Euh, Au Québec, par exemple, on a Cookit qui est très présent. Chef Plate, c'est une industrie où il y a beaucoup de nouveaux entrants, beaucoup de nouveaux sortants aussi. Ça, c'est un ouais. point. Il y a parfois, on en avait discuté en off avant de commencer. Je pense qu'il y en avait certaines entreprises qui avaient disparu complètement, qui s'étaient fait racheter. C'est encore une industrie qui est jeune, mais pour un pari de long terme, je dirais oui. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'en ai repris. Ouais, ben c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis. Tu as bien décrit l'industrie. Pour moi, c'est typique d'une industrie qui est en essence de forte intensité concurrentielle. Puis tu t'en vois disparaître rapidement. Puis le défi pour un investisseur, c'est lequel ton cheval de bataille, là, tu sais, c'est lequel qui va t'emmener jusqu'au bout du chemin dans cette industrie hyper intense. Pour moi, c'est Good Food au Canada. Euh, Après, on peut se tromper. Effectivement. Mais, mais, mais Amazon ne fait pas ce genre est pas dans cette industrie-là encore, si je me trompe. Ouais, après, c'est vrai que on le Mais tu sais, sait je très comprends ton bien. point. Oui, un géant peut arriver, Voilà. mais je pense que ça serait dur. Tu sais, je vois plus Good Food se faire acheter par un géant Ouais, que se faire déloger. effectivement. Il coûterait trop cher à un géant à faire compétition contre. En tout cas, On voilà. peut passer donc On du voit coup à que la deuxième que j'aime ronde, beaucoup. J'aime si beaucoup vous le le stock. souhaitez, messieurs. Puis moi, je vais vous présenter mon deuxième stock. Je reviens un peu plus sur mes bases. Alors, voyez-vous, j'avais pensé comme deuxième poste, et je préfère le dire pour la blague, j'avais pensé à Boeing. Ce ne Intéressant. sera pas Boeing dans ma liste de recommandations. Je pense qu'on est encore trop tôt au niveau de la relance de l'aérospatial. Même si ça avait été, ça aurait pu être intéressant comme bête, j'ai décidé d'y aller avec Bank of America. Là Vas-y. encore une fois, mon Dieu, je crée comment dire, du silence. Non, mais à date, juste avant que tu introduises un peu pourquoi, c'est sûr que de notre côté, avec Thomas, je pense qu'on a en tête, tu parles de General Electric, Bank of America, tu vas nous sortir quoi, le prochain grand géant qui existe depuis 70 ans aux États-Unis, là? C'est un peu en mode vieil américain, c'est intéressant. Ben, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, avec Bank of America, c'est que c'est une banque, bon, vous le savez, le nom, je pense, est très simple, qui est en Amérique, c'est une banque. C'est assez simple là-dessus. C'est la deuxième banque aux États-Unis en termes d'actifs. En termes de clients, je pense que son premier, comment dire, c'est une des très gros, en fait, des très grosses banques avec évidemment de l'autre côté, bon, celle qui est très connue, je dirais, c'est JP Morgan Chase, qui est l'autre très grosse banque. Il y a TD, évidemment, qui est une compagnie canadienne, justement. Euh, City. US Bank, etc. Enfin bref, Wells Fargo, évidemment. Et tout ça, comment dire, fait que Bank of America, quand même, a pas mal relancé, je te dirais, son activité depuis la crise de 2008. On voit que c'est une banque qui a toujours été plutôt bien pricée dans l'ensemble. Je trouve qu'ils ont, comment dire, une stratégie de relancer, comment dire, leur activité beaucoup avec le brokerage en ligne. Et une grosse partie de leur, comment dire, leur business aujourd'hui est concentrée sur leur plateforme qui s'appelle Merrill Edge,
parce qu'ils avaient racheté la compagnie centenaire qui s'appelait Merrill Lynch, qui était une ancienne banque d'investissement. Bank of America a quand même beaucoup, comment dire, plein d'activités là. Ils ont fait énormément tout ce qui est compte, évidemment, donc de la banque de dépôt traditionnelle. Ils font beaucoup de prêts, énormément. C'est une des banques qui a une des meilleures, on dire, comment dire, stratégie d'expansion au niveau de leur portefeuille de prêts. Ils avaient racheté, en fait, après la crise de 2008, justement, la compagnie qui s'appelait Countrywide, qui était la filiale de prêt, qui est aujourd'hui maintenant une filiale de prêt immobilier de Bank of America, les prêts auto, etc. Donc, c'est vraiment l'exemple pour moi d'une institution financière, je te dirais, qui a eu beaucoup de difficultés qui a eu énormément de difficultés durant la crise de 2008, qui est en train de progressivement de revenir. Ce que j'aime bien en termes, et là j'y vais plus avec un outil, on va dire, plus technique. Là, je ne veux pas vous donner comment dire, de mauvaises informations. Je vais vous le sortir en même temps que je parle. Voyez-vous, c'est une entreprise qui, à son top, valait à peu près $50 US par action. On est à peu près à 40. Je me dis que Bank of America va mieux, en fait, personnellement, que depuis la crise. C'est sûr que Covid a fait que bon, le prix de l'action a évidemment pas mal chuté, mais comme tout le monde, il y a eu un effet marché. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en général, c'est un stock qui va aller chercher, comment dire, de la croissance régulière. Si on y va avec un gabarit d'analyse historique, même si, bon, évidemment, le rendement historique n'est pas garant du rendement futur, ça peut nous donner quand même un état d'idée de la qualité, si tu veux, de développement d'affaires de la banque. C'est pour ça que j'irai effectivement sur cette recommandation. Évidemment, comme on n'est pas dans l'industrie, c'est un peu plus difficile évidemment d'analyser. Puis vous le savez, les banques fonctionnent un peu, ils ont une comptabilité qui est inverse, par exemple, de la plupart des entreprises. Et c'est vrai que c'est un peu plus complexe, évidemment, à analyser. Mais je vois évidemment Euh, Bank of America très bien. Dernier argument que je vais vous donner, et là, je vais vous laisser me crucifier, messieurs. Quand même. C'est un des stocks qui est les plus populaires sur les plateformes de réseaux sociaux, du genre Wall Street Bet, évidemment Stock Tweets, etc. Fait que toi, Je ton sais que pari, c'est que. je sais que c'est pas d'indicateur de qualité, mais c'est quand même un stock qui est bien regardé, etc., qui est bien suivi, même par les gros médias. Notre ami Jim Cramer, il en parle quasiment tous les jours. Là, il commence à perdre la voix à cause de. Moi, ma question pour toi, c'est pourquoi Bank of America plus que un ETF des banques aux États-Unis et de l'industrie financière aux États-Unis? Pourquoi est-ce que Bank of America, mettons, tu penses, va surperformer son industrie? Les comparatifs, c'est ça? Ouais. C'est comparatif, faut te dire, il y a Wells Fargo quand même qui est dedans. Wells Fargo, si tu Je te dis veux, pas de comparer au pire, là, mettons. ouais, mais c'est pas le pire en vrai. C'est une compagnie. Wells Fargo en termes de qualité, si tu veux, est encore, comment dire, et même peut-être même une coche au-dessus que par exemple par rapport à Bank of America. Seule différence, c'est que la confiance du consommateur a Ouais, été c'est ça. énormément érodée. On en a parlé dans un épisode. On vous invite à consulter évidemment les autres précédents. Évidemment, le scandale de Wells Fargo a vraiment pas mal attaché la réputation. JP Morgan est un stock très intéressant aussi. Moi, pour te dire, j'en avais beaucoup. euh, en fait, Covid, comment dire, après 23 mars. En gros, j'en avais à ce moment-là. Je sais que j'en avais recommandé pour le compte de mon. Et là, pour le coup, recommandé, je dois t'avouer, pour le compte de mon ex, tu vois, au 23 mars, ça valait rien, là. Ça valait des peanuts. Je dis là, ça serait peut-être intéressant, effectivement, d'aller chercher du JP Morgan à $80. Non, mais tu sais, je pose vraiment la question par curiosité parce que moi, je trouve ça dur d'analyser cette industrie-là puis de dire ah ben je pense que telle banque va faire mieux que telle banque, etc. Tu sais, comme tu l'as expliqué, c'est complexe, leurs états financiers, c'est pas intuitif, ça va un peu à l'encontre de ce qu'on est habitué de voir en business. Euh, Fait que moi j'ai toujours beaucoup de misère. Donc, si je veux investir dans l'industrie financière, j'ai tendance à privilégier un véhicule diversifié dans l'industrie, tu sais. Mais je partage tout à fait ton point, Thomas, et je peux comprendre. Moi, j'y vais aussi en termes aussi, je te dirais, plus d'appétit, puis de savoir en me renseignant un peu c'est con, hein, mais sur un Google Actualité, de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette boîte-là. Est-ce qu'il y a du stock tweet, encore une fois? Et là, je vais me baser un peu là-dessus, je dois t'avouer, pour aller faire ma recommandation.
Exact. Et puis, Mais, as-tu mais un tu sais, point? moi, je suis un peu dans le même sens. C'est vraiment de dire, tu sais, s'il y a bien quelque chose que je suis d'accord qui n'est pas un mauvais investissement, là, c'est le secteur financier. Là. Je veux dire, c'est quelque chose qui est stable et qui est solide, ça, c'est certain. Par contre, c'est vrai que comme Thomas, tu le disais, là, ça serait facile de dire, on préfère un point pour dire, ben moi, tu sais, un stock que j'apprécie, c'est City. Tu sais, parce que, encore une fois, je Tout à trouve fait. que ça revient un peu du pareil au même. C'est l'innovation, le fait d'avoir de grandes innovations dans l'industrie américaine financière, il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, les grandes banques vont toujours rester les mêmes. Et puis, vous en avez parlé, celle qui, moi, je fondais beaucoup d'espoir était Wells Fargo avant le fameux scandale. C'était une banque qui amenait un peu de renouveau dans l'industrie avec les grandes compagnies de l'Est. Là. Au moins, tu avais une belle compagnie qui arrivait de la côte ouest américaine en Wells Fargo. On sait ce qui est arrivé maintenant, mais c'est vrai que moi, dans ma tête, c'est très nivelé comme industrie. Ça va toujours fonctionner, certes, puis ça va toujours être des puissances autant également sur le marché mondial. Mais encore une fois, c'est vrai qu'en termes d'innovation, moi, je vois ça un peu comme un blue chip. Ça, oui, c'est Ouais. bien, ça risque de faire du rendement, sauf dans des cas de crise financière ou peu importe, comme c'était le cas en 2008-2009, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment me faire sortir là, de mes attentes de rendement. Là. Encore une fois, le marché va faire, l'industrie va faire ça, mais je ne m'attendrai pas vraiment à ce que Bank of America fasse forcément plus que ça. JP, c'est l'heure de ton deuxième stock. Absolument. Ben moi, vous allez voir dans mon analyse, je veux pas axer trop sur les mêmes industries ou sur les mêmes secteurs. Je suis allé avec, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie-là. Moi, j'ai personnellement fait les recherches hier et puis je ne la connaissais pas avant de faire cette recherche-là. Puis j'avoue que depuis, je suis un peu tombé en amour avec. Là. C'est la compagnie Sea Limited, qui a le ticker SI, qui est une compagnie, pour être exact, là, qui est en Asie du Sud-Est. Bon, certes, basée à Singapour maintenant, là, mais c'est une compagnie qui, de mon avis, représente, encore une fois, là, je sors un peu du domaine value, c'est beaucoup plus un stock qui va être axé growth. C'est une compagnie, en fait, qui fait dans trois industries principales, et puis le meilleur comparable, pour vous donner une idée, c'est un peu ce que Amazon fait en Amérique ou Alibaba fait. C'est un peu présentement le troisième en développement derrière ces deux grands conglomérats-là. Certes, ça, vous pourrez faire le point là, sur savoir est-ce qu'il y a encore de la place ou non dans l'industrie avec ces deux géants-là. Mais officiellement, ils font dans tout ce qui est en ligne. Ils font du e-commerce, ils font du digital banking et ils font aussi là, dans tout ce qui est le divertissement digital, etc. Là, ils font également dans le monde du gaming. Là. Donc, c'est un peu la compagnie digitale nouveau genre. Là. Ce que j'apprécie beaucoup, puis ça, c'était le point que je voulais vous soulever, c'est une compagnie présentement qui n'est pas encore rentable. Dans deux de ces trois segments, n'est pas rentable. C'est rentable au niveau de son segment gaming, étonnamment, étant donné que pour certains, et je crois que Thomas, tu en fais partie, c'est une industrie qui est quand même assez intéressante que celle du gaming. Il y a beaucoup d'argent qu'on ne s'en rend pas vraiment compte et on n'entend pas tant parler, mais il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans. Et en fait, le point que je voulais rajouter également avant de vous laisser vous donner votre avis là-dessus, là, c'est le fait que cette compagnie-là, je l'apprécie en grande partie parce que oui, elle est en développement. Là. C'est une compagnie qui est quand même jeune en termes de période et qui n'est pas encore une fois, comme on l'a dit, profitable complètement. Mais c'est une compagnie qui est allée s'installer dans des marchés qui, à première vue, n'étaient pas d'intérêt pour les Amazon de ce monde ou pour les Alibaba de ce monde, c'est-à-dire qu'ils ont développé dans des pays un peu moins, très, très, très peuplés, mais un peu moins, dont la classe moyenne est un peu moins fortunée là, de l'Asie du Sud-Est Ouais. et également tout récemment dans l'Amérique latine. Donc, ils sont allés chercher deux segments de marché ou deux secteurs géographiques qui sont densément peuplés et qui, encore une fois, ne sont pas forcément d'intérêt présentement, mais qui, au fur et à mesure que la classe moyenne de ces secteurs-là ou de ces zones géographiques-là vont se développer, ben, si les méthodes s'est implantées de manière claire au niveau du domaine digital, Amazon pourra bien faire ce qu'elle veut, Alibaba pourra bien faire ce qu'ils veulent. Quand on va penser à des services financiers en ligne, quand on va penser à du e-commerce ou à tout ce qui est, encore une fois, le divertissement digital, le gaming, ils vont déjà être là. Je partage ton opinion par rapport comment dire, au défi du tiers-mondisme, hein, parce que c'est un peu, vous le savez, là, on revoit dans les livres d'histoire, tu sais, ce qu'on appelle le fameux, bah, c'est ça, le fameux mouvement des non-alignés, le fameux, comment dire, la fameuse conférence de Bandung, euh, où on voit où déjà le défi, si tu veux, du développement tu sais, de régions, comment dire, beaucoup plus éloignées, si tu veux, de l'économie mondiale se posait déjà. Par exemple, tu l'as bien cité, l'Amérique latine. Évidemment, le continent africain va être une terre, comment dire, d'opportunités. Ça devait devenir, d'ailleurs, je vous fais un peu du pouce. J'espère qu'on va en parler prochainement dans les prochains épisodes.
de ce continent magnifique et en même temps euh, fascinant et comment dire et évidemment avec beaucoup d'opportunités d'affaires. Le sud-est asiatique, évidemment, donc le Vietnam aussi, qui sont encore une fois des pays magnifiques. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup aller. Sont, comment dire, aussi, c'est ça, je pense, des nouvelles coulisses, des nouveaux vecteurs du développement et de la croissance. Malheureusement, je ne connais pas assez ton stock, JP, pour commenter plus que ça, mais je trouve que l'idée d'aller s'installer sur des endroits où personne ne va, c'est peut-être une bonne idée. Savoir si le pari est payant, ça, je ne le sais pas. Peut-être la logistique est un peu plus complexe. Thomas? Non, c'est vraiment intéressant, effectivement, là, c'est ça, c'est des pays où les gens ne sont pas encore. Après, c'est des pays, justement, avec des gros écarts de richesse. Ils ont des grosses populations, mais beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Fait que, un produit comme ça, moi, n'a pas vraiment d'intérêt pour ces gens-là. Mais en tout cas, non, moi, je vais aller m'informer. Là. Tu as piqué ma curiosité, ça c'est clair. Là. Il y a clairement Parce que un c'est ça. potentiel là, à Parce que long terme pour. c'est la définition même du stock growth qui, encore une fois, moi, ce que j'aimais de ce stock-là, c'est qu'il est déjà massif, mais encore une fois, très peu connu en Amérique du Nord. Et son seuil de rentabilité n'est pas si loin qu'on peut le penser au niveau de la croissance qui est déjà prévue. Puis globalement, pour vous donner une idée ballpark, là, mais en termes des analystes, par exemple, conventionnels, j'ai lu beaucoup de rapports d'analystes dernièrement. Puis en tant que tel, ils vont mettre un target qui va être à peu près en termes de prix par action à 300 $. Présentement, c'est à peu près à 250 à New York. Donc, il y a quand même un gap qui existe présentement. Puis le consensus est à peu près global. Je crois que sur 17 reviews que j'ai regardé, il y en avait juste un seul qui disait hold et 17 autres disaient buy. Ouais. Donc encore une fois, c'est ce qui m'a impressionné. J'ai encore une fois fait la recherche en conséquence de dire je voulais en sortir un, encore une fois, à l'extérieur même de l'industrie nord-américaine, parce que sinon, j'aurais très bien pu nommer plusieurs de compagnies que j'aime bien au Canada et aux États-Unis. Mais lui, il a piqué ma curiosité. C'est la même chose, comme tu dis, Thomas, c'est la même mentalité. Moi, c'est juste c'est quelque chose que je vais me mettre sur un post-it, je vais garder sur le coin d'un de mes bureaux pour suivre effectivement là, dans les prochains mois et dans les prochaines années, là, qu'est-ce qui va se passer. Puis encore une fois, on en parlait avec Goodfood tantôt, c'est de voir quel est le potentiel d'acquisition. Parce que si c'est une réplique d'Alibaba ou une réplique d'Amazon dans un secteur géographique où ils ne sont pas présentement, est-ce qu'une acquisition pourrait être pertinente? C'est quelque chose qui va être à voir. Mais j'aime bien la stratégie qu'ils ont mis en place. Puis encore une fois, un peu les économies du nouveau genre dans le digital. Parfait. On peut passer donc du coup à Thomas pour ton deuxième stock. Ouais, moi, le deuxième que j'ai pour vous, c'est Moderna. Ah, bah oui. Ça, tu vois, j'y avais pensé aussi. Putain, C'était dans mes backups bon. en cas de doublon. Ouais, moi, je me suis intéressé depuis la pandémie fortement à la technologie derrière les vaccins de Moderna puis BioNTech. C'est fascinant l'histoire de cette technologie-là, de penser qu'on a failli jamais l'avoir. Parce que la technologie existe depuis les années 70-80, Ouais, c'est ce qu'il y a que eu je lui ai beaucoup de dit. recherches dans les années 80 faites dessus. Mais à cette époque, ils n'ont jamais trouvé une façon de, 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 d'en- de comme livrer l'information au corps sans causer des énormes problèmes inflammatoires puis causer la mort des candidats. Là. Ils n'ont jamais trouvé une solution. Fait que tout le funding qu'il y avait eu est tombé pratiquement à zéro. C'est comme un ou deux chercheurs qui ont continué dans le domaine à presque crever de faim pendant 10 ans pour finalement trouver une solution. Puis moi, Puis j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça nous a pas mal sauvés. Cocorico, hein, parce que Monsieur Stéphane Bancel, comment dire, c'est un CEO de ancien de la Moderna. pharmacie, du pharmaceutique français. Donc, moi, sur ce cas, je serais un peu chauvin, je te dirais. Et je dirais Go Moderna, effectivement. Surtout que le stock avait été pas mal, évidemment, en Covid, c'était pas mal stock tweeté, on va dire ça comme Ouais, ça. ouais tu sais, c'est ça. Il y a l'argument, ah, ben, les gens ont déjà investi beaucoup. Tu sais, l'entreprise a pris beaucoup en valeur avec leur vaccin. Mais je pense qu'à long terme, Moderna, on va en entendre en Ah parler oui, souvent. oui, oui, définitivement. Puis le stock Absolument. est revenu à des prix un peu plus raisonnables. Je pense qu'il Il a avait pris 30% dans les 2 dernières semaines. Donc, voilà. Donc, Ouais. il est revenu. Je sais qu'il avait été pas mal autour des 90. Il est retombé sous les 70, à mon souvenir. non, on est dans d'autres braquettes de prix. On est plus dans les 170. Ouais, ouais, excuse-moi, je dois me confondre. Mais tu sais, l'effet est le même, là. Il y a eu un pic pendant Voilà. le début de la pandémie. Il avait retombé à des prix que moi, je trouvais très Très, bons. Là, très intéressant. dans Ouais. les dernières semaines, il a pris... Tu sais, pour quelqu'un, mettons, qui s'intéresse à court terme,
moi, mon idée, c'est que c'est peut-être pas le timing là, aujourd'hui, là, comme à la date où ça va sortir, mais parce qu'il a vraiment monté énormément dans les 2 dernières semaines. Mais Mais je partage ton opinion, super boîte, puis un management Absolument. incroyable. Donc ça, c'est, on je vais va on va on va Exact. rajouter. Puis une technologie, encore une fois. Non, puis Non, c'est une mais ouais. technologie aussi un qui va être type vraiment importante pour la suite. un type vraiment rarement, c'est rare qu'on choisit un type vraiment brillant qui est à la tête de cette entreprise-là. Déjà, ça aide beaucoup. Et Puis une une technologie technologie qui va, que une c'est ça, technologie, ils peuvent créer des vaccins candidats en 2 semaines, tu sais. voilà, une technologie qui va être, va pouvoir être répliquée dans le traitement de différentes maladies. Moderna a quand même pensé de dire, bah, tiens, peut-être que dans 10 ans, on pourra penser à mettre fin au cancer du sein. Tu sais, ça peut être des stratégies, je dirais, tu sais, qui vont être tout à fait pertinentes. JP, ton Exact. opinion? Exact. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec c'est exactement ça que j'allais dire au niveau de la technologie. Là, ça va être une solution pour, on le sait, plusieurs. Tu sais, on risque d'avoir, encore une fois, des épidémies, des pandémies de notre existence. Donc, d'avoir une compagnie qui a développé une technologie qui est rapide là, dans l'action, c'est très bien. Et aussi, sans être pessimiste, plusieurs personnes vont soulever le fait que le vaccin en question va être valide pour peut-être un an et demi et que si la COVID ne disparaît pas, ce qui, encore une fois, devrait être le cas, là, ça devrait être un virus qui devrait se maintenir. La population générale devrait avoir besoin de potentiellement d'autres doses au courant de notre vie. Et encore une fois, ça risque de passer par Moderna. Donc, effectivement, très beau titre, très, très belle compagnie, là, effectivement. On peut passer donc du coup comment dire, au deuxième stock, comment dire, au troisième. Maintenant, Troisième, ouais. on est rendu au troisième. Parfait. Donc, moi, pour ma troisième recommandation, messieurs, j'ai décidé d'y aller. Vous le savez, moi, une industrie qui m'intéresse beaucoup, c'est les paiements mobiles. Vous le saviez, je vous avais parlé de mon stock chéri Square. J'ai pensé aussi à Shopify, comment dire, qui est en plein boom ces derniers temps. Euh, j'ai essayé d'y aller avec un autre stock que j'adore personnellement, qui est une des boîtes qui me fait vibrer pour le coup. On va parler évidemment de Lightspeed. Absolument. Vas-y, Mmh. moi je t'écoute, mais je vais être en accord complet, là. Donc je n'aurai pas de contre-argument, là. C'est une boîte que j'adore aussi, ouais. Boîte basée à Montréal en plus, donc soyons chauvins encore une fois là. Basée à Montréal, qui est bon le leader en fait. Leur stratégie c'est le POS, leur produit principal c'est le POS, c'est le point of sale. Donc ça, c'est une machine qui va vous permettre de gérer votre inventaire ou prendre des commandes, par exemple quand vous êtes dans un restaurant. Donc c'est tout un système, si tu veux, de prise de commande, de gestion de l'inventaire, de gestion des employés. Ça sert aussi évidemment de puncheuse, évidemment pour vos serveurs, pour vos employés. Ça peut être utilisé dans plein de boîtes, évidemment aussi pour des machines, pour des caisses enregistreuses. Euh, une boîte très ambitieuse que je connais personnellement, encore une fois, parce que je connais plusieurs personnes qui y travaillent, et je sais que JP, toi aussi. Et je trouve que c'est vraiment une boîte qui a ce côté jeune entreprise, c'est dynamique, avec du potentiel. Et je trouve que sky is the limit pour ce genre de truc là. Tu sais, c'est hyper intéressant. Le système des paiements mobiles aussi, ils ont toute une plateforme évidemment, comme pour venir en concurrence, par exemple avec Stripe ou d'autres fournisseurs de paiement électroniques, qui va me permettre évidemment aux entreprises de mieux gérer leur inventaire, aller mieux gérer évidemment la gestion de leurs employés, puis pouvoir accepter toutes sortes de paiements mobiles facilement, etc. Euh, une tarification aussi qui se fait, qui est très concurrentielle. Donc je pense que ça peut être un stock très intéressant, une boîte qui va se démarquer, je pense, dans les prochaines années. Le prix est un petit peu élevé. C'est vrai que c'est un stock, moi, que je vais garder en surveillance un petit peu ces Exact, mais derniers le temps. potentiel est très bon parce que, comme tu te dis, ils sont vraiment très proches d'un segment de marché ou d'une industrie qui a été tellement affectée par la COVID que le fait d'avoir l'innovation qui va être requise au niveau, par exemple, de l'industrie de la restauration va passer par aussi une réflexion sur comment est-ce qu'on peut optimiser la gestion du commerce en question. Et je crois que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'une solution intégrale, ben, Lightspeed l'offre. Donc, le fait d'avoir un potentiel de croissance, c'est présent parce que c'est dans une industrie qui, encore une fois, ne va pas disparaître. La restauration a été affectée et fermée dans bien des pays, mais en tant que tel, ça va continuer. Mais c'est vraiment de dire, ben, ces entrepreneurs-là qui avaient des commerces de restauration doivent réfléchir à comment faire mieux à moindre coût. Puis encore une fois, il y a des très belles solutions qui existaient déjà et qui se développent. Lightspeed en fait très bien partie, là. Alors, c'est vrai que le risque principal, effectivement, c'est quand même le risque de compétition. Avec, par exemple, c'est sur un Square que je vous ai mentionné beaucoup. C'est vrai que maintenant, son prix fait qu'il est son prix actuel à Square fait qu'il est peut-être un peu moins attractif en termes de
de potentiel de gain. Là, c'est des capitalisations qui commencent à passer aux plusieurs milliards de dollars. Donc, c'est très difficile. Mais en même temps, c'est typique des actions en croissance. Tu as toujours l'impression qu'elle est chère sur le moment. Là. Puis, C'est ça. Puis après ça, exact. 10 ans après, tu Exactement, dis c'est un peu zut. c'est ça. C'est le concept, encore une fois. Vous voyez, j'ai un grille d'analyse qui est très. Après, je sais que Lightspeed avait manqué ses earnings un tout petit peu, ce qui fait que le stock a un petit peu virevolté, on va dire ça comme ça. J'ai toujours du mal avec ce stock-là parce qu'il est listé non seulement aux États-Unis, donc au NYSE, mais surtout à la bourse de Toronto. Il y a comme une équivalence pour faciliter évidemment le trading pour les ricains. Donc, moi, je te dirais, oui, c'est un stock qui vaut un tout petit peu moins et je pense qu'il peut être encore une fois une très belle opportunité. Je sais que et j'ai un auditeur qui se reconnaîtra qui avait acheté quand ça valait 30 piastres. Là. C'était complètement fou. Là. On avait suivi ça et c'est quelque chose, moi, c'est comment dire, c'est un stock, moi, qui me fait vibrer, qui m'intéresse, que j'aime bien le business, j'aime bien l'équipe. Et voilà, quoi. J'ai envie d'encourager une entreprise locale, en plus basée à Montréal, qui emploie plein de personnes, qui contribuent de manière positive. Et là, on a parlé la dernière fois que tu es venu, mon cher Thomas, puis je vais te faire une référence d'économie circulaire. Je n'irai pas jusque-là, mais comment dire, c'est un stock, moi, je trouve, qui est une entreprise qui s'intègre vraiment bien au cadre de vie montréalais, etc. Ouais, il y a deux. Pour moi, je connais pas bien là, en détail ce qu'ils font, le Lightspeed. Puis pour moi, il y a une autre compagnie montréalaise aussi qui est dans le système de paiement qui est Nouvé. Pour moi, c'est vraiment Ouais. les deux. Oui, C'est Ça un va être beau deux IPO champions. d'ailleurs. Ouais. Ouais, je pense que ça va être deux champions canadiens à surveiller. Là. Je pense qu'ils ont des belles offres de produits. C'est pas les compagnies que je connais le plus, là, mais ouais, des belles choses à suivre. Puis d'ailleurs, juste avant que je fasse mon troisième, quand même une belle mention pour Gab, là, qui après avoir sorti deux géants Ouais. américains des 50 dernières années, au moins tu nous sors quelque chose d'un peu plus récent. Là. C'est quand même bien que tu ne nous aies pas justement oui, sorti oui, oui. un Mais autre grand de ce monde aux États-Unis. Moi, pour mon troisième et mon dernier, là, je vais vous mettre un astérix, là, ça vous aurez pu le savoir. Là, j'ai volontairement décidé d'exclure Tesla là, parce que vous le savez, là, ça aurait été un acquis. Là, je le mentionne là, ce n'est pas ma troisième, mais encore une fois, Tesla, c'est une compagnie qui, peu importe le prix, là, je trouve que c'est vraiment un car manufacturer qui va, encore une fois, définir les prochaines années. Mais toi non, moi, qui suis, je fais une petite parenthèse, toi qui suis Tesla, là, son price sur earning là, versus les autres car makers, il est ridicule. il C'est doit être complètement ridicule. Ouais, c'est ça. Hein. Oui, parce que le price earning est vraiment beaucoup plus élevé que l'industrie. Puis certains vont dire qu'encore une fois, c'est surévalué. Là. Ça, c'est un point qui est souvent mentionné quand c'est autant dans un champ complètement à part. Par contre, plusieurs 714 personnes. pour la petite information, 714 en date d'aujourd'hui, on C'est tourne ça. Puis le mettons, premier. va voir Volkswagen. On pourrait garder General Motors peut-être pour se donner un comparatif. C'est 13,21. Exact. Fait que c'est très loin, mais encore une fois, certaines personnes vont dire que le potentiel de croissance est tel qu'en même temps, moi, encore une fois, c'est peut-être par la logique de dire, c'est un peu comme on parlait tout à l'heure, le fait de dire qu'un stock, on pense qu'il est surévalué, finalement, on est surpris. Le Tesla, c'est un peu ça qu'il fait depuis 10 ans, on dirait, là, depuis 5 ans au moins dernièrement. C'est à chaque fois, tout le monde dit, c'est un peu cher. Puis finalement, ça va bien, les résultats sont bons, la croissance est là, ils sont capables de livrer. Mais bon, comme dit, on va pas faire un point, mais ça, c'est mon petit astérix. C'est une compagnie que je regarde fréquemment, c'est Tesla. En fait, j'ai mon troisième là, officiel. Ce que je voulais vous faire, c'était encore une fois, comment dire, un peu pour avoir votre opinion de cette manière. C'est pas une compagnie dans laquelle j'investirais forcément maintenant, mais c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est Southwest Airlines, Ah oui, donc le oui. ticker LUV. Je fais un petit peu un reverse Warren Buffett là, en vous parlant un peu du domaine de l'aviation. Personnellement, pourquoi est-ce que je préfère celle-ci par rapport aux American Airlines et Delta de ce monde, c'est que officiellement, cette compagnie-là a une dette qui est considérablement moindre que les American Airlines et Delta de ce monde présentement, donc beaucoup de latitude dans la relance de l'aviation. Et également, pourquoi est-ce que j'aime cette compagnie-là au-delà du fait que la dette n'est pas aussi élevée que ses compétiteurs. Le fait, encore une fois, si je reprends un argument de Gab, c'est too big to fail parce que le gouvernement américain va protéger avec beaucoup de subventions, on l'a vu dans les derniers mois.
mais aussi c'est le fait que la relance de l'aviation, de mon avis, va passer par le commerce, pas le commerce, mais les voyages ou la demande domestique. On va s'entendre, là, c'est pas demain la veille qu'on va recommencer à faire des voyages à travers le monde de manière libre et J'espère quand même, avec hein. des avions à 100% de capacité. Mais par contre, le commerce domestique, le besoin domestique va encore exister. Et Southwest Airlines est la compagnie américaine qui va être le plus définie et qui a le plus de vols nationaux aux États-Unis. Donc, de mon avis, dans la relance, et c'est quelque chose qu'on remarque déjà, c'est clair que ce stock-là va aller au moins reprendre son cours précédent et va également être probablement celui qui va reprendre le plus de vitalité au niveau des marchés par le fait que le besoin pour la prochaine année, pour les 2 prochaines années, ça va être du domestique. Et quand on pense à du domestique, oui, il y a American Airlines qui est présent, mais les plus gros font beaucoup d'international, font beaucoup de vols internationaux qui va être, encore une fois, déficitaire pour eux pendant très longtemps. Au niveau de Southwest, ils vont faire de l'argent domestique, ils ne sont pas tant au niveau des vols internationaux. Je partage ton opinion, JP. Puis, c'est vrai que le Big Three donc de l'aviation américaine, donc AA, évidemment, donc American Airlines, United et Delta, sont effectivement beaucoup plus basés sur. Ils ont une gamme de produits qui est beaucoup plus large, on va dire ça. On va parler de produits, je veux dire, de destinations offertes, en fait, fondamentalement. Euh, je partage aussi ton opinion par rapport aussi à la réputation aussi des autres entreprises d'aviation. Je dois t'avouer, vous messieurs qui avez quand même pas mal peut-être plus voyagé que moi aux États-Unis, euh, quelle a été votre expérience avec les différentes compagnies américaines? Moi, Ben, personnellement, je les ai pas vraiment expérimentés, Ah, là. ok, Les fois ok. que j'ai JP. volé aux États-Unis, je pense que c'est avec Air Canada, là, donc. moi, j'ai beaucoup fait affaire avec American, là, qui est très de base avec les petits pretzels là, à peu près tout le temps. Là. Le service en cabine n'est pas excellent. Puis United, on n'en parlera pas, j'ai jamais essayé, mais on sait qu'est-ce qui est arrivé avec Voilà, United dans les voilà, dernières années, là, la fameuse overbooking où il y avait sorti quelqu'un de force là, qui était voilà. rendu ensanglanté à la sortie de l'avion. Là. Donc, un service un peu, effectivement, là, Atroce. vous êtes les clients, on est la compagnie. Au final, c'est pas tant le client. Le client comes first, là, c'est pas le cas présentement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis personnellement, moi j'ai déjà pris juste AA, donc American Airlines, et ça a toujours été horrible. Je veux dire, la bouffe est pas bonne, il y a toujours des retards. On entend sans arrêt. Je crois qu'il y avait des statistiques qui étaient folles en termes de qualité de service. Je pense que c'était justement les entreprises qui avaient le moins bon service. Aux États-Unis, c'était le Cap, donc Comcast, et c'était American Airlines. Donc, pour te dire à quel point il y a une hate de ces trois entreprises-là. Peut-être Delta a une meilleure réputation, je ne sais pas. Mais Et Southwest, je ce que dois j'aime t'a- aussi, c'est le management. et Le voilà. Et management, la Southwest a cette structure, qualité. l'espèce de petit socialiste que Gab, tu aimes tant, là, mais il y a beaucoup d'égalité, beaucoup de camaraderie au niveau des différents personnels et du management de la compagnie aussi que j'aime Voilà. bien. Et Southwest est resté une compagnie, comment dire, aussi plus petite et, euh, et beaucoup plus effectivement familiale, je dirais, comme ambiance. Euh, Ce qui se transparaît aussi, c'est que la qualité, évidemment, si on compare par exemple et qu'on demande dans plusieurs indices de qualité, j'avais lu ça sur CNBC, Southwest est vraiment la compagnie qui est la plus appréciée aux États-Unis, euh, avec, je crois, Alaska Airlines, qui est la compagnie régionale, je dirais, de l'Alaska. Donc c'est assez intéressant de voir quand même que ces plus petites compagnies ont un potentiel. Le risque, je dirais, on a entendu parler, tu sais, quand on avait parlé de Transat Air Canada, une possible fusion, etc., qui finalement a été abordée. D'ailleurs, peut-être qu'on en pourra en reparler dans un autre épisode. Euh, la question est de savoir quel avenir, tu sais, sur 20, 30 ans. Est-ce que cette compagnie va continuer à opérer différemment, fusionner, racheter, etc. Dans un univers post-Covid, tout est très variable, etc. Mais je partage ton point, JP, pour Southwest et je te dirais que c'est une bonne sélection. Thomas. Je suis en débat mental avec moi-même pour lequel. J'ai quelques notes, là. Euh, Moi, j'avais noté Dialogue, Oui, oui, très qui Très intéressant. intéressant, ouais. est une nouvelle arrivée en bourse au Canada, Ah oui, oui, oui. qui est aussi pour une industrie que j'aime beaucoup, la télémédecine, que je pense en fait, la pandémie m'a fait réaliser pourquoi ça n'existait pas aussi peu avant, puis pourquoi on ne l'utilise pas plus. Ça peut tellement. Tu sais, la fameuse rencontre au médecin là, de routine pour avoir une prescription, puis
sais, les choses de base, pourquoi on ne le fait pas en télémédecine à la place? Il y aurait tellement d'économies de temps. En tout cas, Dialogue offre des solutions pour ça. Bref, c'est une industrie que j'aime beaucoup, puis d'une perspective croissance long terme. Fait que ouais, moi, c'est mon troisième. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, gars, là. Moi, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec Dialogue aussi. Là, c'est une très belle compagnie. Puis tu l'as si bien dit, là, il y a que des bénéfices à avoir la télémédecine parce qu'à la fois, présentement, je crois que les gros défauts du fait que ça n'existait pas, tu l'as dit, là, des pertes de temps monumentales au niveau du service de santé, du système de santé global, mais aussi le fait que pour certaines personnes, le monde n'allait pas chez le médecin. Tu sais. Le monde décidait de ne pas aller faire leur visite de routine. Le monde, tu sais, parce que c'était trop fastidieux, ça leur tentait pas d'aller prendre un rendez-vous, ça prenait une éternité d'avoir sa place. Fait que, autant le bénéfice de sauver du temps pour ceux qui l'utilisent déjà, puis autant permettre d'une certaine manière l'amélioration des suivis de santé dans la population en général. Parce que c'est tellement facile maintenant. Tu sais, moi-même, j'en suis un bon exemple. Tu sais, je veux dire, des fois, ça ne me tentera pas d'y aller à chaque année. Là. Donc, le fait de pouvoir le faire en ligne, on le fait présentement juste pour un Zoom. Là. Tu me dis, je suis capable de faire un appel rapide, ça va me prendre 30 minutes, c'est réglé un vendredi matin, merci, bonsoir, c'est terminé. Moi, j'achète complètement le fait de pouvoir, en tant que personne qui va avoir besoin de suivi de santé, par exemple, juste pour la forme, moi, j'apprécie beaucoup cette logique-là. Je partage aussi vos deux opinions, messieurs, pour ce stock-là. Dialogue, pour moi, en plus, encore une fois, encore une fois, un stock local et je pense que Ouais, montréalaise, encore une fois, qu'il faut ouais. encourager. Et j'aurais cette perspective-là. Non, je Mon pense que point je pense que d'interrogation est plus un point d'interrogation éthique, je te dirais. C'est vrai que la télémédecine, évidemment, comment dire, a ses avantages, je te dirais. C'est sûr que pour des consultations de suivi ou de routine, il aura toute sa pertinence, effectivement, pour éviter d'aller te taper 1 heure de bouchon, etc., pour aller voir le médecin, etc. Enfin bref, vous savez tous c'est quoi prendre le temps d'aller prendre un rendez-vous chez le médecin. Vous êtes obligé de bloquer l'avant-midi là, ou l'après-midi. Là. Donc, c'est un peu, c'est dans cette perspective-là que j'irais en tant que. La question est de savoir, bon, dans ce genre de cas, on sait que Dialogue a noué beaucoup de partenariats avec différentes compagnies d'assurance parce que souvent, c'est lié évidemment à la politique d'avantages sociaux. Surtout, vous le savez, en Amérique du Nord, c'est souvent fourni par l'employeur, l'assurance privée, etc. Il faut se dire qu'ils ont eu pas mal de partenariats. Je sais que la Manuvie est avec eux, la Sun Life, qui est une grande compagnie d'assurance, la Canada Vie aussi, qui est une autre compagnie d'assurance vie au Canada, comme son son nom nom. l'indique. C'est assez simple. La Blue Cross, qui est une compagnie, comment dire, américaine, Blue Cross Blue Shield. Euh, et je me dis, ça, c'est une perspective, c'est très intéressante, effectivement, d'aller développer ce segment de marché. Pour revenir à mon point de vue de débat éthique, c'est la relation évidemment qu'on a avec son médecin de confiance. Je pense que ça a sa pertinence effectivement pour des suivis, etc. Ou peut-être pour par exemple, des trucs bêtes, là, mais par exemple, je sais pas, tu as une migraine, etc. Puis bon, je donne un exemple, il y a quelques temps, j'avais eu comme un espèce de, là, je vous dévoile tout, là, j'avais eu comme un espèce d'énorme torticolis au dos, là, c'était atroce. Et tu sais, ça m'a pris, comment dire, je savais exactement de quoi j'avais besoin. J'avais besoin de relaxants, de décontractants musculaires. Mais tu sais, j'ai perdu 2 heures, plus la prise de rendez-vous qui est très frustrante, surtout dans nos services, dans nos pays, comment dire, développés où, comme la santé est gratuite, bah, du coup, tout le monde va chez le médecin pour tout et n'importe quoi. Bah, tu vois, j'aurais apprécié effectivement d'avoir un service comme par exemple comme Dialogue qui me soit fourni pour avoir ce relaxant musculaire justement là. Et Non, je tu pense vois, que c'est une industrie qui va avoir des défis, mais il n'y a pas y a rien d'insurmontable là, en tout cas, de ce que je vois, moi, de mon côté. Là. je Hey, j'aurais sinon une proposition bonus. vas-y, Vas-y. allez. Est-ce qu'il y a des gamers parmi nous? Êtes-vous Bah, gamer, les Absolument, gars? j'écoute, oh j'écoute. oui. Moi, si je dis Pologne, Pologne? ouais, J'ai Ben, 2 A, moi je pense que tu vas me parler. non, CD Projekt Red, que, Oui, c'est vrai. que le stock s'est fait battre depuis qu'ils ont raté leur lancement de Cyberpunk Oui, de C'est vrai, c'est tout à fait 2077. vrai. Ouais. Euh, pourquoi j'en parle? Parce que moi, je suis un fan invétéré de Witcher 3. Là. Je l'ai joué comme 5 fois, puis ça prend comme 200 heures là, jouer une fois. Fait que,
sais, fait que j'ai un peu trop trippé. Non, mais c'est que je trouve qu'ils font des jeux des jeux de rôle incroyables, malgré qu'ils se soient plantés sur leur dernier. Puis là, le stock s'est fait vraiment ramasser depuis. Puis ça reste que c'est un studio qui possède une des licences qui vaut probablement le plus d'argent, dans le monde du jeu vidéo. Tu sais, on le voit, il y a la série télé. Fait que moi, je me dis qu'ils ont les armes qu'il faut pour rebondir, puis nous apporter du beau contenu. C'est Fait qu'en tout listé cas, aux juste. États-Unis ou à Non, c'est Varsovie? listé en Pologne. Fait que Ah, c'est ça qui est compliqué un petit peu à investir, là. ouais. Mais bon, fait que non, c'est mon petit bonus. Mais je partage ton opinion. Je dois C'est vrai t'avouer, que c'est le un beau studio. dernier jeu, Cyberpunk, est atroce. Comment dire, il est couvert de bugs, là. Ouais. C'est vraiment. Mais c'est un jeu très ambitieux, en vrai, hein. En termes Ouais, technologiques, très, je très pense que ça va ambitieux. être puis là, on rentre dans une phase gaming, là, mais je pense que ça va être un bon jeu à long terme quand ils l'auront corrigé. C'est juste malheureux là, Je me qu'il ait souviens, on raté avait leur. eu le même problème avec, encore une fois, Cocorico, canadien, justement, les 2 là. Quand Ubisoft avait lancé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, messieurs, mais ça fait quand même un petit montant, mais Watch Dogs, le premier Watch Dogs avait, Ouais. beaucoup fait parler. On disait: «Ça y est, c'est le nouveau GTA plus avancé». Puis bon, quand tu contrôlais le véhicule, c'était une espèce de brique à savon, là, c'était atroce. Donc je me dis: «Est-ce que c'est cette perspective-là?» Oui. Point, comment dire, et là, encore une fois, on va rentrer plus sur le côté gaming. Comment, après autant d'années et que qu'on connaît GTA, et cetera, là, comment des jeux, comment dire, comme Cyberpunk peuvent avoir une maniabilité au niveau des véhicules aussi mauvaise? C'est ça que je comprends pas, comment c'est aussi difficile d'appréhender ça. C'est ma petite opinion. JP, veux-tu Effectivement. conclure? Ben, je pense que ça faisait déjà le tour, là, à moins que Gab, tu aussi là, un autre astérisque que tu voudrais juste nommer à la limite ou que tu avais vraiment limité à 3. Là. Non, non, Mais on a explosé déjà le temps effectivement, d'enregistrer. ça a été un épisode très intéressant. En fait, moi, tu sais, si on va peut-être se permettre chacun une petite conclusion. Là, puis encore une fois, on l'a dit dans le disclaimer, là, c'est loin d'être des recommandations. En fait, ce que je veux que nos auditeurs se réalisent, c'est vraiment trouver un peu qu'est-ce qui vous intéresse. Je pense que la meilleure manière pour vous de vous questionner sur vos investissements puis de lire sur des compagnies, c'est de voir dans votre vie de tous les jours, puis également autant dans vos besoins de tous les jours. Là, Thomas, ton exemple de Goodfood est un très bon exemple pour quelque chose qui change, que tu apprécies dans la vie réellement, mais aussi qu'est-ce qu'on veut voir dans l'avenir avec les compagnies comme Tesla de ce monde, etc. Là, mais regardez des industries qui vous intéressent, regardez des industries, encore une fois, qui piquent votre curiosité et qui, encore une fois, peuvent avoir un impact dans votre vie de tous les jours. Je pense que c'est la meilleure solution pour déterminer quels sont vos titres qui vous intéressent et aussi la meilleure chose, puis ça, les boys, vous êtes un peu dans la même mentalité, c'est lisez beaucoup, analysez beaucoup, à la limite, demandez des questions à des collègues, à des experts, effectivement, dans le but de savoir dans quoi vous investissez avant de le faire. Gab a fait un bon exemple, puis on le mentionne souvent, Square est un super bon investissement. Il l'avait fait en analysant un peu par lui-même. Au final, il en est sorti beaucoup trop tôt, alors que s'il avait attendu un peu ou s'il avait peut-être rentré un peu plus tard, alors que là, il y avait de la certitude au niveau des chiffres et tout, peut-être qu'encore une fois, Square serait dans son portefeuille et aurait beaucoup d'avantages. Donc, prenez votre temps, c'est peut-être Vous la meilleure recommandation. Regardez qu'il y a des choses qui vous intéressent et prenez votre temps avant d'investir. C'est la meilleure recommandation que je peux faire. Là. Moi, la meilleure recommandation que je peux faire, c'est qu'il faut être patient, et cetera. Encore une fois, c'est l'exemple de Square, comment dire? On le répétera jamais assez, il faut être patient, tu sais, sur les marchés. Faut pas y aller, comment dire? Et je pense la pire erreur, pour moi, en termes de recommandations, je l'ai dit là, tu sais, par exemple, je m'étais informé un peu sur StockTweets. C'est une mauvaise idée en vrai, là, tu sais, StockTweets, c'est un peu le repère de la populace qui s'intéresse un peu à l'actualité financière. Moi, je vous dirais utiliser des sources sérieuses. Il y a énormément de journaux, même de blogs très sérieux, d'analystes, etc. Moi, je pense particulièrement à Seeking Alpha, qui parfois a des ressources intéressantes. Il y a, comment dire, il y a énormément de ressources disponibles dans le milieu financier. Le but est de vous forger votre propre opinion. Malheureusement, personne ne le sait de quoi l'avenir sera composé. Vous n'êtes pas à moins que vous soyez un insider, c'est-à-dire un initié Dans quel cas, dans vous n'allez pas l'entreprise, transiger. vous ne saurez pas exactement qu'est-ce qui va se passer, comment dire, même dans le prochain trimestre. On peut explorer évidemment des grandes tendances des marchés
Et c'est ça le but, effectivement, et peut-être de forger une opinion, comment dire, un espoir ou comment dire, une idée de comment va être le futur. C'est plus ça qui va nous permettre d'aller prendre des bonnes décisions de placement. Les gars, vous avez apporté 2 points bien importants. Tu sais, soyez curieux, investissez dans des choses que vous connaissez. Tu sais, justement, moi j'ai une approche très sociologique là, de dire bon, ben, qu'est-ce qui va être inévitable, là, tu sais, quel mouvement va tellement nous impacter que ça ne peut que croître. Tu sais. Moi, j'ai beaucoup cette approche-là, mais fait que, ouais, soyez curieux puis attentifs aux compagnies en fait avec lesquelles vous faites affaire au jour le jour. Mais soyez patient, comme tu l'as dit, Gab. Puis ça, je pense que c'est important. Surtout que ces temps-ci, on voit beaucoup d'influenceurs sur TikTok, puis des pubs là, au Canada, Wild Simple, là, qui ont, je trouve, pris une approche. J'aime vraiment pas leur message là, d'un peu justement à ces influenceurs-là, à la TikTok, qui font des trades, là, puis que tu as l'impression qu'ils font des millions. Évidemment, ces gens-là vous montrent juste les trades qu'ils gagnent. Puis ça donne une impression d'argent rapide, facile. Fait que juste soyez prudent avec ça. Soyez curieux, puis comme Gab l'a dit, soyez patient. Euh, si vous avez une conviction sur une compagnie, puis essayez juste pas de faire d'argent facile. Et le conseil, je trouve, pour la patience est très bon. Puis je sais que tu avais un excellent exemple. Et après, on va se quitter. Encore une fois, je vois que l'heure tourne. On va exploser la limite de Spotify. Euh, Je me souviens, il y avait un des stocks que tu avais gardé, si je me souviens bien, la boîte de jus de fruits, la sonde que tu avais eue pendant des années et des années. Ouais. Tu l'avais eu, je me souviens, on avait commencé les études ensemble et tu l'as gardé même des mois après qu'on soit plus, soit plus en cours, quoi. Ouais. Donc pour te Je dire l'ai que ça plus, peut. là, mais je l'ai Tu l'as gardé. plus depuis? Non, je l'ai plus maintenant. Ah, ok. Mais pour Ça, te c'est un point dire, intéressant. Puis aussi, des l'autre boîtes point, que. même, c'est C'est rapide, ça. c'est si vous n'êtes pas certain d'une compagnie même, puis que vous n'avez pas le goût de vous embarquer dans cette compagnie-là, tu l'as mentionné, Thomas, au tout début, mais les fonds négociés en bourse, diversifiez-vous sur l'industrie à ce moment-là si Effectivement. vous n'êtes pas certain. Ouais, parce que là, on parle de stock, tu sais, puis c'est bien excitant, là, puis on dit, il y a peut-être de l'argent, ça va peut-être faire beaucoup d'argent dans le futur. Mais tu sais, on ne le sait pas. C'est important, c'est ça. Comme le disclaimer que Gab t'a fait au début, c'est important. Ayez des bonnes habitudes de portefeuille, diversifiez-vous. Il ne faut pas se laisser emporter avec l'idée de devenir millionnaire avec nos investissements en dedans d'un an. Exactement. Placez ce que vous êtes prêt à perdre uniquement. Placez ce que vous êtes prêt à perdre uniquement. C'est la clé. Effectivement, c'est ce qui met fin du coup à l'épisode. JP, mon Dieu, je te vole la phrase de conclusion. Vas-y, non mais écoute, vas-y, rendu là, on a mis chacun Met fin à passablement de notre l'épisode. temps, là, mais Exact. je vous remercie en mon nom, là, juste avant de terminer. Ouais. Moi, je remercie aussi Thomas pour sa présence. Puis évidemment, n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre des likes, etc. Vous pouvez aussi vous abonner sur les plateformes audio, donc Spotify, Apple euh, Podcast, on a Overcast, Google Podcast, etc. Je sais que nous, on a des statistiques qui sont beaucoup plus avancées pour Spotify et Apple Podcast, donc si vous pouviez les privilégier, c'est une bonne façon aussi de savoir quelle est l'interaction de notre public, etc. Pour le contact, je vous ai laissé les liens, comment dire, en description, puis les sources aussi, si jamais il y en a. Il n'y en aura pas, évidemment, là-dessus. Comme encore une fois, je vous l'ai dit, c'est une opinion. Puis en tout cas, messieurs et à notre public, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.